Comment lutter contre les fraudes sociales? C'est l'objet du texte examiné cet après-midi au Sénat. On va en parler avec celle qui est à l'origine de ce texte. C'est la sénatrice centriste Nathalie Goulet. Elle est notre invitée ce matin. Dans une demi-heure, l'invité politique, c'est Aurélien Pradier, le secrétaire général des Républicains, député du Lot et investi hier candidat au régional en Occitanie. On en parlera avec lui. Et enfin, dans le Club des territoires, on parlera de la fin de vie. Un texte des sénateurs socialistes examiné ce matin relance le débat. Le texte vise à établir le droit à mourir dans la dignité. Le gouvernement devrait s'y opposer, ne souhaitant pas rouvrir cette question à l'heure actuelle. Mais avant cela, voici les autres informations de ce jeudi 11 mars. Olivier Véran attendu ce soir à 18h pour un nouveau point sur l'épidémie. Nice et le littoral des Alpes-Maritimes seront à nouveau confinés ce week-end. Pas de confinement envisagé en revanche pour l'Île-de-France où des évacuations sanitaires de malades auront lieu. Réunion à Matignon aujourd'hui avec le secteur de la culture. Hier, devant les sénateurs, Roselyne Bachelot a promis des annonces substantielles. Elle juge l'occupation des lieux de culture inutile et dangereuse car elle met en menace des lieux patrimoniaux fragiles. Ce sont ses mots. Et puis ce 11 mars marque la journée nationale d'hommage aux victimes du terrorisme. Une cérémonie aura lieu aux Invalides en présence d'Emmanuel et Brigitte Macron et d'une partie du gouvernement. Puis le chef de l'État se rendra à Dammartin-en-Goële dans l'imprimerie dont le propriétaire a été pris en otage par les frères Kouachi juste après l'attentat de Charlie Hebdo. Et on débute donc avec la sénatrice du jour, c'est Nathalie Goulet qui nous accompagne. Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes élue de l'Orne, membre du groupe Union Centriste au Sénat, membre de l'UDI et vous êtes candidate au régional en Normandie. On va bien sûr en parler à la fin de cette émission. On commence d'abord par la crise sanitaire et Olivier Véran qui est donc attendu ce soir. A priori, c'est un statu quo qui s'annonce un confinement prolongé dans les Alpes-Maritimes. À Dunkerque, est-ce que le gouvernement peut encore se permettre de temporiser ? Écoutez, c'est une situation évidemment inédite. Je ne vais pas réinventer ce que tout le monde vous dit depuis maintenant pratiquement un an. Donc je pense que ce qu'il faudrait, c'est qu'on en sorte. Je crois que chacun et chacune, personne ne sortira indemne de cette crise. Moi, je ne suis pas scientifique, je ne suis pas médecin, je n'ai pas de boule de cristal. Ce que je voudrais, c'est qu'on ait eu des masques au moment où on en avait besoin, qu'on ait des tests quand il en faut et qu'on ait des vaccins de façon à sortir de cette situation. Mais en tant que parlementaire, en tant qu'élu, est-ce que vous avez les éléments suffisants? Est-ce qu'il y a assez de transparence de la part du gouvernement? Non, mais même avec de la transparence, qu'est-ce que vous voulez qu'on en fasse? Je veux dire, je ne suis pas Mary Poppins. Si on n'a pas de vaccin, on n'en a pas. On ouvre des centres de vaccination, puis on les ferme parce qu'ils ne sont pas approvisionnés. Moi, j'avais proposé que l'armée s'occupe de la logistique de façon à lisser sur l'ensemble du territoire tous les problèmes de logistique. Parce que finalement, vous voyez bien qu'on a ce problème de logistique, d'approvisionnement, de distribution, de répartition, etc. Bon, ça, c'est typiquement de la logistique. Il n'est pas question que les militaires viennent vous vacciner de force, n'est-ce pas? Mais juste pour organiser toute cette vaccination. Mais vous dites encore ce matin, il faut faire appel à l'armée pour organiser la logistique? Je dis que maintenant, il faut lisser les choses de façon à ce qu'on sache exactement de combien de vaccins on dispose pour pouvoir vacciner les gens, de façon à ne pas les convoquer et puis ensuite annuler les convocations parce qu'ils n'ont pas de vaccin, etc. Et puis, on attend toujours le comité français des Jeux. Là, c'est 35 personnes qu'on a nommées pour juger de la politique vaccinale. Brusquement, ils ont disparu. Vous voyez, ce type de gadget. Les 35 citoyens tirés au sort. Oui, non, mais d'accord. Mais enfin, là, c'est les Françaises des Jeux. Voilà. Donc, tout ça, ça ne fonctionne pas. On est dans une crise sanitaire majeure et totalement inédite. Je pense que maintenant, il faut que le gouvernement gouverne et il faut aussi qu'on ait suffisamment de vaccins et qu'on cesse toute cette atmosphère de complotisme autour des vaccins. Je pense que c'est une solution. Ça se fait dans d'autres pays. Israël est cité en exemple. Je le ferai aussi. La vie a repris tout à fait normalement et je pense que c'est ce que tout le monde souhaite. Ouais, le gouvernement parle d'une accélération de la vaccination. Vous la constatez, vous, dans l'Orne, ça se passe bien ? Mais ça se passe comme partout. D'abord, le taux, les taux augmentent, comme dans d'autres régions, malheureusement. On a ouvert un certain nombre de centres, on en a fermé d'autres, on n'avait pas l'approvisionnement. Je n'ai pas suivi ça au jour le jour parce que pour tout vous dire, comme tout un chacun et comme tout malade en puissance, je suis un peu fatiguée de cette histoire. Un mot pour continuer sur cette vaccination, sur la vaccination des soignants. Ils ne sont qu'un tiers pour le moment à s'être fait vacciner. Est-ce que pour vous c'est un problème? Est-ce qu'il faut la rendre obligatoire cette vaccination? Moi je considère qu'il faut que ce soit obligatoire. Vous allez rentrer pour une appendicite, vous allez sortir avec une maladie nosocomiale et choper la Covid. Je veux dire, on peut pas laisser faire ça. Israël toujours a décidé que les soignants qui n'étaient pas vaccinés restaient chez eux.
Alors, et on manque de soignants, on les respecte, c'est normal, ils font un travail formidable, ils ne sont pas du tout en cause. Mais enfin, quand vous rentrez dans un établissement médical ou un établissement de santé, vous n'espérez pas en sortir plus malade que vous n'en êtes rentré. En général, vous espérez en sortir guéri. Et non pas attraper une maladie nosocomiale, surtout celle-là. Donc oui, moi je considère, et je prends mes responsabilités, je le dis, je l'ai écrit, je pense que les soignants doivent être absolument vaccinés. Pour sortir de cette crise, puisque vous parlez de cette sortie de crise, l'exécutif réfléchit à un pass sanitaire. Est-ce que vous seriez favorable à un pass sanitaire ? Enfin, moi je suis favorable à tout ce qui permet de revenir à un semblant de vie normale. Bon. On sait bien que ce ne sera pas possible complètement, ni que ce sera facile. Personne ne dit que c'est facile. Mais encore une fois, les gens vaccinés vont avoir plus de possibilités que d'autres. Évidemment, ça créera des ruptures d'égalité à partir du moment où tout le monde ne peut pas être vacciné. Tout ça sont des débats qu'on doit avoir, alors pour le coup, en toute transparence avec le Parlement. Chacun doit pouvoir décider. On va parler d'un autre sujet d'actualité, Nathalie Goulet, avec vous, c'est les questions de laïcité. Hier matin, Jean-Pierre Aubin était auditionné par les sénateurs, cet ancien inspecteur de l'Éducation nationale qui a rendu ce fameux rapport sur les atteintes à la laïcité dans les établissements scolaires. Il a dit que la laïcité a perdu une bataille face à la jeunesse musulmane de plus en plus pénétrée par l'idéologie islamiste. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ? Je pense qu'il y a des vrais problèmes. J'ai assisté à plusieurs auditions de la commission sur l'islamisation, qui par ailleurs n'avait pas que des qualités. Mais oui, apparemment, il y a une vraie difficulté au sein du monde de l'enseignement. Et celle-là, je pense que le texte qui arrive sur les principes de la République va permettre quand même un certain nombre de mesures qui devraient être très utiles, oui. Difficulté dans l'enseignement, difficulté dans la jeunesse. On a vu ce sondage IFOP avec 52% des lycéens qui sont favorables au port des signes religieux, 38% favorables au port du burkini. Est-ce que pour vous, il y a une fracture générationnelle qui est en train de se créer ? Moi, je ne crois pas du tout au sondage. Donc, de toute façon, et puis en plus, vous avez aussi des réponses de provocation. La provocation qui est un très bon système de défense, comme chacun sait. Donc, moi, je ne crois pas au sondage. Je pense qu'il y a une vraie difficulté. Je pense qu'il faut la régler. Je pense que ce n'est pas en créant de la différence ou de l'inégalité dans la société qu'on règle ce type de problème. Donc, que chacun soit égal devant la loi, je pense que ça, c'est une bonne idée. On aura tous débat sur le texte, sur les principes de la République. Et puis, vous voyez, moi, j'aborde aucun signe religieux quand je viens à la télévision. C'est mieux. Un dernier mot là-dessus, votre collègue sénatrice Nathalie Delattre, elle a l'appel à une commission d'enquête sur la laïcité à l'université. Est-ce que vous soutenez cette demande ? Non. C'est pas nécessaire pour vous ? Non, je pense pas. Je pense qu'on sait tous ce que c'est que la laïcité. Il y a probablement des problèmes à l'université, comme dans toute la société française, et pas que la société française. Mais il faut arrêter les commissions d'enquête qui vont remettre encore ce sujet sur la table. Moi, je pense qu'on n'a pas besoin de commission d'enquête. On va déjà bien travailler sur le texte, sur les principes de la République. On va déjà appliquer les lois de la République. Ce sera déjà pas mal. On va parler de votre texte, Nathalie Goulet. Il est examiné cet après-midi dans l'hémicycle du Sénat, la lutte contre les fraudes sociales. Oui. C'est un sujet sur lequel vous travaillez depuis longtemps. Vous avez remis un rapport à Édouard Philippe. C'était déjà en octobre 2019. On va parler de tout ça. Et on voit d'abord ça avec notre journaliste parlementaire, Steve Jourdain. Bonjour Steve. Bonjour Yann, bonjour Nathalie Goulet. Bonjour. Et Steve, vous allez donc nous présenter la réforme examinée aujourd'hui au Sénat pour mieux lutter contre les fraudes sociales. Attention, sujet très sensible, sujet hautement politique, sujet hautement polémique. Parfois on touche là à l'un des piliers de notre État-providence tel qu'il a été bâti depuis la Seconde Guerre mondiale. Alors, la fraude sociale, Oriane, qu'est-ce que c'est ? C'est d'abord la fraude aux cotisations. C'est un patron qui veut payer moins de charges. C'est un patron qui a recours au travail dissimulé, au travail au noir. Cela concerne notamment le milieu du transport et le milieu du BTP. La fraude sociale, c'est aussi celle dont on parle le plus dans les médias. C'est la fraude aux prestations sociales. On veut toucher plus d'allocations. On veut toucher des allocations auxquelles on n'est pas éligible. Usurpation d'identité, détournement de carte vitale ou encore fausse facturation du côté des professionnels de santé. Autant de pratiques illégales. Et des prestations sociales dont certains abuseraient. Combien sont-ils ? Où résident-ils ? À combien s'élève le montant de la fraude ? Difficile à dire. L'année dernière, le Sénat avait demandé à la Cour des comptes d'enquêter. Résultat, impossible d'avoir un chiffrage précis. C'est Pierre Moscovici qui l'a dit devant les sénateurs. C'était en septembre dernier. Écoutez. Qu'il n'est pas possible de chiffrer de manière suffisamment fiable, nous ne le chiffrons pas dans notre rapport. Notre priorité, c'est l'examen des faits. C'est la robustesse des conclusions, c'est la formulation de recommandations opérationnelles
et utile, en toute objectivité, en toute indépendance, loin de l'esprit polémique qui caractérise souvent la manière dont ce sujet, le sujet des fraudes aux prestations sociales, est abordé. Pas de chiffrage précis de l'ampleur de la fraude sociale. Donc, ce qu'on sait en revanche, Oriane, c'est qu'en 2019, les principaux organismes sociaux ont réussi à détecter 1 milliard d'euros de préjudice. Et les sénateurs veulent donc lutter contre la fraude sociale. Que prévoit le texte étudié cet après-midi ? 25 articles au total, 4 objectifs: améliorer les outils de lutte contre la fraude, améliorer la coopération entre les acteurs européens et étrangers, renforcer les contrôles, prévenir aussi les situations illicites par une meilleure information des assurés. Parmi les mesures très techniques, il faut dire, que prévoit ce texte, le renforcement du contrôle du versement des pensions de retraite et notamment des pensions de ceux qui résident à l'étranger. Écoutez sur ce point le rapporteur du texte. Le versement à l'étranger de pensions, on a souvent entendu parler qu'il y avait beaucoup d'étrangers qui touchaient, qui ne vivaient plus. Il y a eu des cas et je sais que ça a alerté beaucoup la Caisse nationale d'assurance vieillesse qui travaille. Donc là, nous demandons qu'on développe les conventions avec les pays à l'étranger pour vérifier l'existence des pensionnés. Nathalie Goulet, certains considèrent que lutter contre la fraude sociale, c'est un peu lutter contre les plus fragiles. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Alors, d'abord, il faut rendre hommage à Édouard Philippe, Olivier Dussopt, qui nous ont mandaté, Carole Grandjean et moi, pour un rapport sur la fraude. Qui est la députée avec laquelle j'ai travaillé, République En Marche, sur la fraude aux prestations sociales, puisque c'est la première fois qu'on mettait le pied dans la fourmilière. Donc on avait fait un rapport sans moyens, puisqu'on n'avait pas d'administrateur. Donc on a rendu un rapport en 2019, comme vous l'avez dit, où on n'a pas pu chiffrer. Donc on a fait aussi bien que la Cour des comptes, avec moins de moyens. Bon. Et puis, comme on n'a pas pu chiffrer et comme il nous restait évidemment un certain nombre de doutes, Jean-Christophe Lagarde à l'Assemblée nationale et le groupe de l'UDI ont demandé sur leur droit de tirage une commission d'enquête. Et donc Pascal Brindot a animé cette commission d'enquête à l'Assemblée nationale, qui est arrivée aux mêmes conclusions que nous, avec beaucoup plus de moyens, mais ils sont arrivés exactement, d'ailleurs, leur plan ressemble étrangement au nôtre. Il faut quand même le dire. Donc, bref, nos conclusions ont été confortées par la commission d'enquête et puis le rapport de la Cour des comptes. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai pris ces 3 documents. J'en ai extrait la totalité des mesures législatives qui étaient préconisées. J'ai demandé, je remercie les services du Sénat, à la délégation qui s'occupe du contrôle parlementaire de bien vouloir rédiger, re-rédiger et vérifier ce que j'avais écrit de façon à ce que ce soit tout à fait dans l'orthodoxie parlementaire. Puis j'ai déposé cette proposition de 24 propositions de mesures qui sont en fait un extrait, enfin qui sont vraiment issues des 3 rapports. Mais sur ce reproche, lutter contre la fraude sociale, c'est s'en prendre finalement aux plus vulnérables de notre société. C'est gentil de me remettre sur les rails. La réalité, c'est que ce n'est pas une fraude de pauvres. L'idée qu'on stigmatise les étrangers ou les pauvres en luttant contre la fraude sociale est une erreur. C'est une fraude en réseau, c'est une fraude organisée. D'ailleurs, Tracfin, qui est la cellule de renseignement financier du ministère de l'économie, s'occupe très sérieusement de la fraude sociale maintenant, parce que c'est aussi un moyen de blanchiment. Donc, il y a des réseaux. Si vous voulez, vous avez un système qui est d'abord extrêmement généreux. 740 milliards de prestations, toutes prestations confondues par an. Vous avez un système qui est sur le déclaratif. Vous déclarez, on ne vérifie pas. Pour dire que si vous me le demandez, je préfère avoir 40 ans que 62. C'est une évidence. Donc le système déclaratif, il est sujet à caution. Bon. Et puis, troisièmement, vous avez une complexité du système et un manque d'échange de données. Si vous ajoutez les 3, un fraudeur comptant, c'est un fraudeur qui revient. On a un système qui permet la fraude parce qu'il n'y a pas suffisamment d'échange de données. C'est ce qu'on va essayer de demander dans cette proposition de loi. Alors, le gouvernement veut lui aussi lutter contre la fraude sociale. Olivier Dussopt a présenté une trentaine de mesures. Olivier Dussopt, Nathalie Goulet, même combat finalement ? Absolument. D'ailleurs, c'est une raison pour lesquelles la proposition qui a été déposée a été allégée.
elle a été allégée de dispositifs qui font partie du plan d'Olivier Dussopt, donc c'est pas la peine de chevaucher les dispositifs, notamment sur le RNCPS, le répertoire qui sert de base à un certain nombre de données. Il y avait aussi des mesures qui ont été adoptées dans le PLFSS, mais on a tellement l'habitude de se faire retoquer à l'Assemblée nationale ce qu'on a voté au Sénat que j'avais même pas pensé que ça allait rester. Alors on a notamment une mesure qui est restée et qui est très importante, et vous allez voir pourquoi, de façon à ce que les caisses et les organismes puissent consulter le fichier des étrangers en France, de façon à ce que votre droit à la santé sur la base de la carte vitale, on ne parle pas de l'AME, sur la base de la carte vitale, corresponde à votre durée de droit sur le territoire national, puisque beaucoup de prestations sont liées à la condition de maintien sur le territoire français. Donc c'était un peu normal que les deux services coopèrent. Manifestement, ils ne le faisaient pas encore. Vous le disiez, le rapport, c'était en octobre 2019. Alors, oui. C'est vrai qu'Olivier Dussopt a fait des propositions, mais est-ce que le gouvernement, il n'a pas mis trop de temps à s'attaquer à ce sujet ? Je pense que c'est très compliqué. Je pense qu'il y a une inertie des organismes. Le rapporteur général dit ce qu'il veut, et moi aussi. Et je pense qu'il y a une inertie. Si vous voulez, à partir du moment où vous fixez vous-même vos objectifs de contrôle et que par ailleurs vous êtes votre propre contrôleur, c'est-à-dire en fait vous décidez ce que vous allez contrôler. Par exemple, la caisse d'assurance maladie, au moment où nous faisions l'enquête avec Carole Grandjean, contrôlait 1000 lits d'hôpital. 1000 lits d'hôpital à contrôler dans les frais, etc., c'est beaucoup. Mais c'est 0,01% du nombre de lits. C'est peut-être beaucoup en nombre, mais en pourcentage, c'est faible. Alors nous, on leur dit, enfin, c'est 0,1% ou 0,01%, je ne me rappelle plus, c'est faible. Ah oui, mais c'est 1000 lits. Oui, d'accord, mais c'est quand même 0,01% de contrôle. Donc si vous voulez, à un moment, ce qu'il va falloir faire, ce que nous suggérions, ce que finalement suggère la Cour des comptes, c'est d'avoir un organisme extérieur qui contrôle la fraude et aussi la fraude interne, qui est aussi très importante. Un dernier mot là-dessus sur la carte vitale biométrique. Oui. Le Sénat l'a votée 2 fois, l'Assemblée nationale l'a retoquée. Vous pensez que ça va pouvoir passer ? Alors justement, ça fait partie des mesures dont on risque de ne pas reparler parce que le gouvernement a décidé l'expérimentation sur 10 départements, dont la Seine-Maritime. Et donc on va pouvoir tester s'il y a une amélioration des dispositifs. Je pense que c'est une... Vous êtes assez confiante là-dessus ? Je pense que c'est une bonne mesure parce que, si vous voulez, parfois on a des bonnes idées sur le papier et dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas. Donc là, l'expérimentation sur la carte vitale biométrique, ce sera un bon moyen de juger cette expérimentation sur 10 départements. Je pense que c'est une bonne solution. Et votre texte est donc examiné tout à l'heure dans l'hémicycle du Sénat. Merci Steve, à tout à l'heure pour la revue de presse de Nathalie Goulet.